Bienvenue pour cette exploration aujourd'hui autour de Père riche, Père pauvre. On va regarder ensemble des extraits de ce livre très connu de Robert Kiyosaki. Oui, un livre qui a marqué pas mal de monde. Absolument. Il y raconte son parcours avec deux figures paternelles. Son père biologique très éduqué, mais plutôt classique dans sa vision du travail. La sécurité avant tout. C'est le père pauvre. Voilà. Et en face, il y a le père de son ami. Lui, c'est l'entrepreneur, autodidacte, qui vise l'indépendance financière. C'est le fameux père riche. Et l'idée, c'est de voir un peu ce qu'on peut tirer de ses enseignements sur l'argent, l'investissement, enfin notre rapport à tout ça. Tout à fait. C'est vrai que ces extraits, ils bousculent pas mal les idées reçues. Kiyosaki, il critique assez fort le système éducatif classique. Oui, il dit qu'on apprend à être de bons employés, mais pas à comprendre l'argent, c'est ça. Exactement. Comment il fonctionne, comment le faire travailler pour soi. Le livre invite vraiment à changer de regard sur comment on construit sa richesse, en fait. Et ce contraste entre les deux pères, il est frappant dès le début, non? Le père pauvre, c'est un peu la voie qu'on connaît tous. Ben oui, fais de bonnes études, trouve un bon boulot stable, grimpe les échelons. Économise bien sagement, surtout pas de dette, la sécurité, quoi. C'est ça. Le maître mot, c'est la sécurité. Alors que le père riche, lui, sa philosophie, c'est pas tant de travailler pour l'argent. Ah non! Non, c'est plutôt de comprendre comment l'argent fonctionne pour qu'il travaille pour toi. Ça veut dire investir, créer des business, penser en termes de revenus qui rentrent, pas juste un salaire fixe. D'accord. Donc c'est une vraie rupture avec l'idée de juste bien gagner sa vie. On parle plus de construire un patrimoine. Précisément, l'accent est mis sur acquérir des actifs, plutôt que de juste dépenser son salaire. Et ça, c'est une leçon clé. Il faut construire ou acheter des actifs. Alors, un actif, selon Kiyosaki, c'est quoi exactement? Pour faire simple, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche, sans que tu aies besoin d'y passer tout ton temps. Ah oui, comme l'immobilier locatif par exemple. Voilà, un immeuble qui te rapporte un loyer net tous les mois, ou des actions qui donnent des dividendes, ou une entreprise qui tourne, même des droits d'auteur, pourquoi pas. L'idée, c'est vraiment de créer des sources de revenus passifs, comme on dit. Donc si je comprends bien, la super voiture dans ton rêve, eh bien souvent c'est un passif. Parce qu'elle nous coûte de l'argent. C'est exactement ça. C'est l'exemple typique qu'il donne. Un passif, ça sort de l'argent de la poche. Un actif s'en met dedans. C'est une distinction fondamentale. Et le père riche, lui, il se concentre sur quoi alors? Sur l'accumulation d'actifs. C'est ça son but principal. Bien sûr, ça demande de la discipline, une vision à plus long terme. Et ça passe aussi par la façon de penser, de parler même. J'aime bien l'exemple qu'il donne. Ah oui, le fameux «je ne peux pas me le permettre» contre «comment puis-je me le permettre». Exactement. Le premier réflexe, celui du père pauvre, ça bloque, ça ferme la discussion. Tandis que l'autre «comment puis-je» ça ouvre l'esprit, ça pousse à chercher des solutions, à être créatif. C'est une posture mentale complètement différente en fait. Passer du blocage à la recherche de solutions, c'est intéressant comme moteur. Oui, c'est chercher des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. Et pour y arriver, il insiste sur ce qu'il appelle l'intelligence financière. L'intelligence financière, qu'est-ce qui met derrière ce terme-là? Alors pour lui, c'est un mélange de 4 compétences essentielles. D'abord, la comptabilité. Il faut savoir lire les chiffres, comprendre un bilan, etc. Ok, la base. Ensuite, l'investissement. Savoir où et comment placer son argent pour qu'il rapporte. Troisièmement, la connaissance des marchés. Comprendre l'offre, la demande, les tendances. Logique. Et la quatrième? La loi. C'est-à-dire maîtriser les aspects fiscaux, juridiques, pour optimiser tout ça et protéger ce qu'on a acquis. C'est la combinaison de ces 4 savoirs qui permet de prendre de bonnes décisions. C'est assez complet comme approche. Et ça renforce cette idée de distinguer actif et passif. C'est pas toujours évident, comme pour la maison où on habite. Ah oui, la résidence principale, ouais. Beaucoup pensent que c'est leur meilleur actif. Mais Kiyosaki dit « Regardez le cash flow. Est-ce que cette maison met de l'argent dans votre poche chaque mois ?» Où est-ce qu'elle en sort? Avec le prêt, les taxes, l'entretien. Exactement. Si elle coûte plus qu'elle ne rapporte, eh bien, selon sa définition, c'est un passif. L'objectif, c'est donc de réduire les passifs et d'augmenter les actifs, qui, eux, génèrent des revenus. Ce qui nous amène à sa vision du salariat, de la sécurité de l'emploi. Il n'a pas l'air très fan. Disons qu'il la relativise fortement. Il considère que cette sécurité, c'est de plus en plus une illusion aujourd'hui. Un licenciement, une réorganisation, ça peut arriver vite. Et donc la vraie sécurité, elle viendrait d'où? Pour lui, elle vient pas d'un seul salaire, même un bon salaire. Elle vient de la possession d'actifs variés, qui génèrent plusieurs sources de revenus. C'est cette diversification qui donne une vraie indépendance, une résilience.
D'accord. Alors, si on résume un peu l'essentiel de cette approche père riche, ce serait développer son intelligence financière, ces fameuses 4 compétences, Oui, se focaliser sur l'achat d'actifs qui rapportent de l'argent bien distinguer des passifs qui coûtent. et viser à ce que l'argent travaille pour nous et pas l'inverse. C'est quand même un sacré changement de perspective par rapport au schéma classique études, boulot, épargne. C'est tout à fait ça. C'est une invitation à devenir plus acteur de sa vie financière, à passer d'une mentalité d'employé à une mentalité d'investisseur. Et pour terminer, peut-être une piste de réflexion. Oui, une petite question pour la route. Euh, Si on appliquait vraiment tous les jours, pour chaque dépense, chaque choix financier, même petit, cette distinction très stricte entre actif et passif, qu'est-ce que ça changerait concrètement dans nos habitudes et peut-être sur notre avenir financier à long terme? Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans des idées assez fortes tirées d'extraits de Père riche. C'est un texte qui bouscule pas mal notre rapport à l'argent, au travail aussi. Notre but, c'est un peu de décortiquer cette philosophie qui vise, disons, la liberté financière, mais en sortant des clous. On va se baser sur des passages qui insistent surtout sur le changement de mentalité nécessaire, hein. Oui, tout à fait. Et c'est une perspective assez intéressante, je trouve, parce qu'elle essaye d'expliquer pourquoi certains parcours financiers sont si différents, parfois même sans lien direct avec les diplômes d'ailleurs. On touche vraiment à une psychologie particulière face à l'argent, face au risque. C'est au cœur des textes qu'on a là. D'accord. Alors, un concept qui revient tout le temps, c'est la course des rats. C'est décrit comment exactement dans les textes? Ben, c'est présenté comme un cycle assez classique en fait. On travaille plus, on gagne plus, du coup on dépense plus, on s'endette un peu. Hmm. Et résultat, ben, on est obligé de travailler encore plus pour tout couvrir. C'est ça le cercle vicieux. Je vois. Le hamster dans sa roue, quoi. Et alors, comment les idées présentées proposent d'en sortir? C'est juste gagner plus d'argent? Pas seulement, non. Et c'est là que justement le changement de mentalité devient clé. L'idée forte qui ressort, c'est de ne plus voir son travail comme la seule source de revenus. Il faudrait plutôt chercher activement à construire des actifs, des investissements, des biens, enfin tout ce qui peut générer de l'argent un peu tout seul, vous voyez. Ah oui, Mais, et c'est là que ça devient subtil, c'est que cette démarche, elle est liée à la maîtrise de ses émotions. Les textes insistent beaucoup là-dessus. La peur de manquer d'argent, qui nous paralyse un peu dans la sécurité du salaire, et puis l'envie, l'avidité, qui nous pousse à flamber dès qu'on est un peu plus. mhm. Apprendre à gérer ça, ce serait essentiel pour prendre des décisions financières logiques, rationnelles. C'est vrai que cette idée de maîtriser ses émotions, c'est puissant. Ça me fait penser à une autre idée qui paraît un peu bizarre au début, hein. Choisir un boulot pour ce qu'on y apprend, plutôt que pour le salaire tout de suite. Les textes parlent de vente, de marketing, de négociation. Pourquoi ces compétences-là en particulier? Elles sont si importantes. Oui, parce qu'elles sont vues comme des outils un peu universels pour créer de la valeur. Peu importe le domaine en fait. Savoir vendre une idée, négocier un contrat, ou juste comprendre comment fonctionne un marché, ça ouvre des portes bien au-delà d'un simple salaire. Ça rend plus autonome, quoi. D'accord. Et ça rejoint directement un autre point essentiel des textes visaires, apprendre en faisant et accepter d'échouer. La vraie compréhension, elle viendrait moins des bouquins que de l'expérience sur le terrain, des essais. Et oui, des erreurs, c'est inévitable. Justement, cette vision de l'échec, c'est pas commun. Souvent, on voit plutôt l'erreur comme quelque chose à éviter à tout prix. Les textes visaires insistent là-dessus. Ah oui, carrément. Il y a une phrase qui revient du genre « Les perdants évitent l'échec, les gagnants, eux, apprennent de leurs échecs ». En gros, l'idée c'est que l'échec, c'est pas une fin en soi. C'est une info, une donnée précieuse sur ce qui marche pas. C'est une étape pour ajuster le tir. Hmm. C'est presque vu comme une démarche scientifique en fait. On expérimente pour avancer. Si on n'accepte pas ce risque d'échouer, on reste bloqué. Donc, on a changé sa mentalité sur les actifs, gérer ses émotions, apprendre par l'action, voir l'échec différemment. Les sources parlent aussi du réseau, de l'entourage. Ça s'intègre comment là-dedans? Ah ben, très directement, d'avoir les extraits. S'entourer des bonnes personnes, c'est vu comme un vrai levier. Des gens qui ont déjà réussi, qui sont positifs, qui ont des ambitions similaires, ça peut accélérer les choses. Comment ça? Ben, un bon réseau, ça peut ouvrir des portes concrètes, oui, des opportunités, des conseils. Mais ça joue aussi sur notre propre état d'esprit. Ça change notre perception de ce qui est possible. Voir d'autres réussir, ça peut, comment dire, dédramatiser la prise de risque et nous motiver à bouger nous-mêmes. D'accord.
Alors, si on essaye de faire une petite synthèse, ce serait pas tant une recette magique, une approche globale, c'est ça? Repenser son rapport à l'argent pour viser les actifs, gérer ses émotions, chercher les compétences par l'expérience, accepter les erreurs et bien s'entourer, c'est un peu ça l'idée. Fait ça, oui. Le message de fond qui semble se dégager, c'est vraiment un appel à l'action, à la responsabilité individuelle. Ça suffit pas de rêver d'indépendance financière, il faut commencer quelque part. Se former, oser investir, même petit au début. C'est ça le commence petit mais pense grand. C'est prendre sa vie financière en main avec une démarche plus volontaire, peut-être plus audacieuse que ce qu'on nous apprend d'habitude. En somme, ces extraits nous invitent à voir l'argent différemment. Pas comme un but ultime, mais comme un outil à maîtriser, de façon plus libre, plus stratégique. Et ça demande de réfléchir sur soi, et surtout, de décider d'agir, de sortir un peu de sa zone de confort, malgré les doutes, malgré la peur d'échouer qui est naturelle, hein. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une question pour nourrir la réflexion. Si on garde cette idée de commencer petit mais penser grand, quelle serait la toute petite action concrète inspirée de tout ça qu'on pourrait envisager là, aujourd'hui, pour commencer à infléchir sa trajectoire, que ce soit financièrement ou professionnellement?